Passons maintenant à la structure générale d'un virus. Elle consiste généralement en 4 parties. La recherche de cible, la copie du code, les routines antidétection et enfin la charge finale. Tout d'abord, le programme recherche les cibles, généralement des fichiers exécutables s'ils sont au bon format, des scripts ou des binaires, et s'ils ne sont pas infectés, c'est la gestion de surinfection et elle est très importante pour minimiser les risques de détection. En effet, si on ne gère pas la surinfection, l'utilisateur sera très vite alerté. Il pourra par exemple être alerté par l'augmentation de la taille des fichiers, disons par exemple des fichiers .com ne pouvant dépasser 64 kilooctets, ou encore par la multiplication de processus, par exemple dans le cas d'un ajout de code, si le fichier a été infecté n fois, alors il sera exécuté n fois, ce qui pose d'importants problèmes en termes de furtivité. Notons que dans le cadre de la recherche de cibles, on peut définir le concept de virulence. C'est le nombre de fichiers infectés par le virus V divisé par le nombre total de fichiers du système. Il peut donc être important de limiter l'action du programme afin d'éviter une éventuelle détection. Remarquons que dans le cas des vers, l'indice de virulence est défini en considérant non pas des fichiers, mais des machines infectées. Et finalement, vous pouvez noter que je vous ai mis la répartition des programmes infectants en action à travers le monde. Bien entendu, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, ces chiffres sont probablement incomplets. Enfin, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous avons les 3 dernières phases. Donc nous avons la copie du code, qui est la phase durant laquelle le programme copie son propre code dans la cible, afin qu'il soit exécuté de nouveau lors de l'appel de la cible. Puis la routine antidétection, c'est la phase qui permet de cacher le programme afin de le rendre indétectable par l'utilisateur ou par d'autres logiciels de sécurité comme les antivirus, les pare-feux, les IDS, les IPS, les SIEM, etc. Notons que le degré de détectabilité d'une infection informatique est un point très important à prendre en compte dans la routine antidétection. En effet, le degré de détectabilité d'une infection informatique est inversement proportionnel à la durée de la phase d'incubation et proportionnel au nombre d'infections survenues dans ce système. C'est pourquoi, et nous le verrons lors de la programmation de nos différents virus, il faut prendre en compte la durée de la phase d'incubation et chercher à limiter la virulence du virus, c'est-à-dire le nombre de fichiers qui seront infectés. Donc, nous chercherons à infecter uniquement les fichiers qui sont susceptibles de nous intéresser, et c'est pourquoi de nos jours, les attaques à grande échelle sont facilement détectées, contrairement aux attaques ciblées. Alors, je vous ai mis ici l'équation correspondante. La dernière phase est la charge finale qui, comme nous l'avons vu précédemment, dépend de l'effet recherché. Et il est important de remarquer que dans le cas d'un programme par écrasement ou recouvrement de code, l'infection constitue elle-même une charge finale puisque le virus détruit les exécutables qu'il infecte. Nous le verrons dans la partie suivante lorsque nous évoquerons les différentes méthodes d'infection virale. Une très courte vidéo d'introduction afin de vous présenter les différentes méthodes d'infection virale qui existent et que nous étudierons dans la suite. Pour chaque méthode d'infection virale, nous verrons la théorie, puis nous passerons à la pratique en programmant des virus utilisant ces différentes méthodes d'action virale. Alors il y a différents modes d'action des virus, à savoir l'infection par ajout de code, l'infection par accompagnement de code, l'infection par écrasement ou recouvrement de code, l'infection par entrelacement de code et l'infection de code source. Alors, commençons avec l'infection par ajout de code. Dans ce cas, le programme autoreproducteur, notre virus, accole son code à celui du fichier cible. On constate de cette manière une augmentation de la taille du fichier si aucune technique de furtivité n'est appliquée. Dans ce type d'infection, il y a deux choix. Le code est copié soit en tête du fichier cible, ou le code viral est copié en fin du fichier cible. Alors, tout d'abord, lorsqu'il est copié en tête du fichier cible. C'est le cas le plus rare, que ce soit pour les binaires ou les scripts,
car il rajoute du travail. Dans le cas d'un binaire, il faut recalculer les adresses des données et des instructions du programme original. Et dans le cas d'un script, il faut utiliser un fichier temporaire afin d'assurer et de gérer la furtivité. Notons que dans les deux cas, il y a une augmentation du nombre de lectures et écritures qui peut trahir l'activité virale. Nous mettrons cela en pratique lors de la programmation d'un virus en langage interprété dans la prochaine vidéo. Enfin, la technique la plus utilisée est celle en fin de code. Remarquons que dans le cas d'un exécutable, cela peut être plus embêtant si l'on souhaite que le programme cible se lance en premier, car il faut encore une fois modifier l'exécutable. Généralement, on utilise une fonction de saut vers le code viral. Cela est plus simple à réaliser lorsque l'on cible un script. Effectivement, il y a très peu de modifications à réaliser. Et dans le cas de l'exécutable, il faut déplacer des octets en les mémorisant par exemple dans la copie virale et mettre à la place la fonction de saut vers le code viral. Et une fois le virus exécuté, les octets d'origine sont retransmis. C'est ce que vous pouvez voir dans la figure ici présente. Alors, cette vidéo sera la première vidéo pratique sur le sujet de l'infection par ajout de code. Alors me voici donc sur une machine virtuelle Kali Linux. Nous allons dans un premier temps mettre en pratique une infection par ajout de code de façon très simple. Afin que vous compreniez comment cela fonctionne, nous commencerons avec un programme autoreproducteur programmé en bash qui infecte ses cibles en utilisant l'ajout de code. Et je profite de ces premières vidéos pratiques sur les virus pour vous expliquer de manière simple et concrète les différents mécanismes. C'est pourquoi je commence avec des langages interprétés, donc ici le bash. Dans une vidéo qui fera suite à celle-ci, nous programmons un virus polymorphe en C qui infecte des fichiers au format ELF. Donc nous aurons recours au C mais également à l'assembleur. Alors pour en revenir à notre vidéo, lançons tout d'abord un terminal. Voilà. Et maintenant, il va nous falloir créer des répertoires de tests à l'aide de mkdir. Par exemple, mkdir test 1. Mkdir test 1. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Pardon, excusez-moi. C'est que je vais me rendre dans ce directory, donc dans ce répertoire. cd test 1. Voilà. Bon, je fais un ls, il n'y a rien du tout. C'est évident puisque je viens de le créer. Alors, il va falloir que l'on ajoute des fichiers qui seront infectés. Par exemple, des fichiers HTML, des scripts shell, des images, des exécutables, et tout ce que vous souhaitez en fin de compte. Alors nous verrons que notre premier virus, donc virus entre guillemets, est un peu limité car il infectera tous les fichiers présents dans ce répertoire, peu importe leur format. Il n'y aura pas réellement de fonction de recherche de cible. Et il est à noter qu'ici, pour des raisons de test, j'ai choisi de limiter l'action du virus au répertoire courant. Mais vous pouvez très bien faire en sorte qu'il agisse sur tous les fichiers depuis la racine de votre système d'exploitation. Ce que je ne recommande pas, bien sûr, car il faudrait gérer les erreurs des fichiers non accessibles en écriture par un simple utilisateur. Et aussi, je vous laisse imaginer le préjudice que cela peut causer. Donc nous sommes ici pour tester et nous nous cantonnerons au dossier courant, au moins dans cette première vidéo, car nous verrons que plus tard, nous irons même jusqu'à infecter des secteurs de démarrage. Donc là, ce sera d'un autre niveau et nous verrons que ça peut être très préjudiciable pour la machine de test, surtout lorsqu'il s'agit qu'il ne s'agit pas d'une machine virtuelle. Alors ceci étant dit, commençons à ajouter des fichiers dans notre répertoire test. Tout d'abord, on va ajouter un shell. Alors pour ce faire, on fait un VI par exemple bonjour. Voilà. Donc ici, je suis dans VI. Alors je tape sur I pour faire insertion. Là, je suis en mode insertion. Et maintenant, je vais faire quelque chose d'assez simple. Par exemple, un simple echo. Echo bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, c'est juste pour avoir un fichier, un shell, donc ici un fichier bash. Ensuite, je fais échappe
puis 2.x pour le sauvegarder. Maintenant, il faut le rendre, par exemple, si je fais ./bonjour, ça ne va pas fonctionner. Effectivement, il n'est pas exécutable. Donc, pour le rendre exécutable, je fais un chmod plus x de bonjour. Voilà, donc maintenant, il est exécutable. Donc, si je l'exécute, voilà, eh bien, il affiche comme on l'a demandé, bonjour tout le monde. Alors, ensuite, on peut aller chercher, par exemple, un exécutable. Donc, on peut aller chercher un exécutable dans user-bin. Alors, pour ce faire, on va passer en mode super utilisateur, donc en faisant un sudo su. Voilà, et on se rend dans cd. Ou alors, directement, on va faire un... Oui, on va faire un cp. Je pense que, si je me souviens bien, dans user-bin, il y a beaucoup de commandes, donc de binaires. On peut prendre par exemple ls. Oui, on peut prendre on va copier ls et on va la mettre donc ici en l'appelant ls. Voilà. Donc, si je fais un ls, je l'ai bien. Et je vais faire un chmod 7777 pour rendre ce ls donc accessible en lecture, écriture et exécution par tous les utilisateurs. Voilà, je repars, donc je fais un su test 12 pour redevenir un simple utilisateur. Et maintenant, par exemple, imaginons je lance donc le ls qui est contenu ici, donc ./ls, et donc il fait effectivement la commande ls telle qu'on la connaît. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter? Eh bien, on va pouvoir par exemple ajouter une image. Alors on peut directement la télécharger depuis internet, comme ça je vous montrerai la commande get. Alors donc je vais tout simplement lancer mon explorateur et je vais taper par exemple image virus, image image, et je sais pas, prenons celle-ci par exemple. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, je veux juste avoir les cookies, effectivement. Je vais faire copy image location. Comme ça, j'ai l'endroit, enfin j'ai son adresse, enfin l'adresse à laquelle elle se trouve. Et maintenant, je vais faire un wget, donc de ce que j'ai dans mon presse-papier, enfin non, oui, voilà, coller le presse-papier, tac, ici, donc on voit bien que c'est une image, et cette image, eh bien, je vais la, oh, mais non, je vais pas mettre de tirer out file, comme ça, on aura son nom original, voilà, donc c'est aucun scientifique, et ainsi de suite. Et si je fais un display de aucun, pardon, voilà, de aucun, hop, donc j'ai bien mon image. Voilà. Là, nous sommes tout simplement en train de préparer notre environnement de test, les fichiers qu'on va pouvoir infecter. Et maintenant, on pourrait récupérer une page HTML, donc par exemple la page index.html de google.com. Donc on fait un wget https google.com. Voilà, si je fais un ls, donc j'ai bien, et si je fais un vi index.html, donc j'ai bien, voilà, un fichier HTML. Maintenant, je fais un 2.q pour quitter. Et maintenant, étant donné que nous allons faire 4 programmes autoreproducteurs dans cette vidéo, nous allons copier ce dossier. Pour ce faire, nous faisons un cd 2 points pour sortir du dossier et revenir au dossier précédent. Puis on va faire un cp tiré, donc je dis tiré, mais ça pourrait être moins, donc moins R, moins grand R, et donc de test 1,
Et on va faire, on va en créer 4, pardon. Donc là, on en crée un deuxième. Ensuite, on en crée un troisième, test 3. Puis un quatrième, test 4. Voilà. Donc on a créé 4 dossiers contenant nos fichiers qui vont être infectés par nos virus. Alors maintenant que nous sommes prêts, on va retourner dans le premier dossier. Alors cd test 1. Et nous allons commencer en faisant un VI programme autoreproducteur. On peut l'appeler comme on veut. Je vais l'appeler programme autoreproducteur 1. Voilà. Maintenant je fais un I pour insertion. Et donc ce sera un simple programme autoreproducteur qui s'autoreproduira en utilisant une technique d'ajout de code. Et encore une fois, je précise que je dis bien programme autoreproducteur car c'est compliqué de le définir comme un virus, étant donné qu'il ne contiendra aucune charge finale. Alors commençons. Rappelons qu'ici on va faire en bash. Donc on va tout d'abord faire une boucle for pour parcourir l'ensemble des fichiers du dossier courant. Donc for k in étoile. Ah oui, bon, je suis sur Mac, alors l'étoile il est ici peut-être, voilà. Point virgule, do. Donc on va parcourir l'ensemble des fichiers du dossier courant. Chacun des fichiers s'appellera K dans notre boucle. Ensuite on fait une tabulation. Et maintenant à l'aide d'un if, on va vérifier que les fichiers du dossier courant contenu dans $k eh bien, est différent de notre programme en cours d'exécution qui est donc $0. $0 qui est en fait le programme en cours d'exécution. Donc ici ce sera un programme autoreproducteur pour lorsqu'on le lancera la première fois, puis comme ce sera ajouté dans les fichiers, il va infecter d'autres fichiers. Quand on lancera ces fichiers-là, ce sera ces fichiers-là qui s'appelleront $0. Enfin, leur nom sera contenu dans la variable $0. Alors on fait un if et hop, crochet. Donc attention ici, c'est très important en bash de mettre l'espace. Sinon, il va passer à travers le if. Et donc ./$k. Donc on veut que cette chaîne de caractères soit différente. Donc pour le différent, on fait ouais, parce que je suis sur Mac, désolé, je cherche mes touches. On veut qu'il soit différent de $0 de la chaîne de caractères $0. Voilà pour notre if. Et maintenant, donc if, donc si $k est différent de $0, then, ensuite, et on rentre dans le if. Et donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir infecter le fichier. Ça va nous permettre d'éviter de nous infecter, de s'infecter nous-mêmes et donc de s'infecter un nombre très grand de fois et finalement le processus ne s'arrêtera pas. Donc alors si c'est le cas, on va utiliser le résultat de tail-n 5 $0 qui va permettre de récupérer les 5 dernières lignes de notre script. Donc 5 dernières lignes qui sont en fait les lignes de notre, enfin le nombre total de lignes de notre programme autoreproducteur. Et ce résultat servira d'entrée pour un cat dont la sortie sera redirigée vers $k. Et donc de cette manière, le fichier cible qui est en train d'être parcouru, eh bien, on lui ajoutera le code de notre virus à la fin de ce fichier. Et donc on le fera pour tous les fichiers du dossier courant. Alors je passe à la programmation. Donc comme je vous ai dit, tail-n5 $0. Donc ça récupère les 5 dernières lignes de notre script courant. Et ensuite on fait un pipe. C'est-à-dire que ça va servir d'entrée.
le résultat de tail-n 5$0 va va servir d'entrée pour ensuite la commande suivante qui est un cat. Et donc cat qui va permettre de l'afficher. Le but est de l'afficher. Et on renvoie tout ça dans $k. Et donc ce double supérieur permet de dire qu'on l'ajoute à la fin du fichier $k. Maintenant, on ferme notre boucle if. Bon, alors j'ai mis 5, normalement ça doit faire 5 lignes. 1, 2, 3, 4. Et ça fera 5, voilà, avec le done pour fermer la boucle. Donc ici, on a terminé ce premier programme autoreproducteur. On fait un échappe de .x. Et on va le rendre exécutable avec un chmod plus ici, plus x, programme autoreproducteur 1. Voilà. On va faire juste une petite vérification en faisant un cat de programme autoreproducteur, voir si j'ai pas fait de faute. Effectivement, c'est correct. Et maintenant, on va tout simplement exécuter ce programme autoreproducteur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller essayer de constater maintenant ce qui s'est passé dans les fichiers qui sont normalement infectés. Alors, à l'aide d'un VI, par exemple, faisons un VI sur le premier fichier, VI par exemple ls. Alors bon, comme c'est du compilé, c'est du binaire. C'est du binaire, effectivement, on a des caractères qui ne veulent pas dire grand-chose pour nous. Allons voir à la fin. Et normalement, le code s'est ajouté à la fin de ce binaire. Voilà. Ici, on le voit. Je pense que vous l'avez vu. Voilà. Donc on fait un 2.kit. On vérifie VI, par exemple, index.html. De la même manière, en fait, il infecte tous les fichiers, peu importe leur type. Donc, il n'y a pas vraiment de recherche de cible. Il infecte tous les fichiers. On le voit ici aussi. Échappe de .q. Voilà, maintenant l'image. Bon, par exemple, VI bonjour. Là, on le verra directement. Voilà, parce qu'il est plus court. On voit qu'il s'est ajouté. On fait un 2.kit. Et il en est de même pour l'image. Je vous laisserai regarder. Et par exemple, maintenant, alors, comme on a observé que peu importe le format du fichier, notre programme autoreproducteur a accolé son code en fin de fichier, on va pouvoir exécuter nos fichiers infectés, pour ceux qui sont exécutables, bien sûr. Et on fera de nouveau un VI, et on va voir ce qui se passe. Par exemple, donc, pour rappel, si je fais un VI de... je vais mettre 4, c'est 4 de programme autoreproducteur 1, rappelons-le, il est constitué donc simplement de ces 5 lignes. Et bien par exemple, si je vais exécuter mon bonjour, donc il va faire ce qui était prévu qu'il fasse, donc bonjour tout le monde, mais il va également faire ce qui a été ajouté à la fin de sa ligne, à la fin de son code. Et donc par exemple, maintenant si je fais un cat de programme autoreproducteur, eh bien il s'est fait infecter en fait tout simplement. Donc il n'y a pas de gestion de surinfection. C'est-à-dire qu'il y a surinfection. Notre programme original, programme autoreproducteur 1, n'a pas géré la surinfection. Donc à chaque fois que on va lancer, par exemple si je relance programme autoreproducteur 1, il aura une nouvelle fois infecté tous les autres fichiers présents ici. Donc voilà, on voit ici. Hop. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle la surinfection. Et c'est un gros problème, cette surinfection, parce qu'un fichier infecté peut de nouveau être infecté, ce qui va faire grossir sa taille et aussi son utilisation du CPU lorsqu'il sera exécuté. Donc c'est vraiment problématique. Et avant de passer à la suite, nous pouvons émettre une critique sur ce simple programme autoreproducteur, car effectivement l'intérêt d'un tel programme est limité. Tout d'abord,
on l'a vu, la surinfection n'est pas gérée. On constate qu'il y a augmentation très rapide de la taille des fichiers infectés. Si on fait un ls, par exemple, -ll, on le verrait assez vite à ce niveau-là. On verrait la taille des fichiers augmenter. Et donc, leur taille augmente. Et donc, pour ce faire, en fait, il va suffire d'exécuter les programmes déjà infectés qui continueront d'infecter les programmes et même les autres programmes pourtant déjà infectés. De cette manière, la détection de l'action de ce programme va être très aisée. En effet, on a également une augmentation de l'utilisation de la mémoire au fur et à mesure que le programme infecté ou le dropper, donc programme autoreproducteur 1, eh bien, copie son code. Donc, il n'est pas furtif, il y a surinfection et normalement, tout virus correctement programmé doit faire intervenir une gestion de surinfection afin d'affecter une seule fois les fichiers cibles. Ensuite, il n'est pas polymorphe. Effectivement, une fois qu'il est détecté, il est très simple d'écrire un script de désinfection. Par exemple, le programme peut être lui-même considéré comme une signature. Donc, c'est-à-dire que, tout simplement, une fois qu'on l'aura détecté, imaginons un virus beaucoup plus compliqué, si on arrivait à détecter une chaîne d'octets ou une chaîne de caractères ou plusieurs instructions, on pourrait les définir comme une signature et ensuite les entrer dans une base de signatures virales. Donc tout antivirus détecterait ce virus. Il faut bien sûr imaginer un virus plus complexe, nous allons en voir dans les prochaines vidéos. Là, c'est vraiment pour une démonstration des mécanismes viraux. Et enfin, bien sûr, il n'y a pas de charge finale, donc il est vraiment sans intérêt. Et à ce titre, une manière très simple d'ajouter une charge finale ne serait plus d'ajouter le code viral dans les fichiers cibles, mais tout simplement d'écraser le code des fichiers cibles par le code viral. Alors je me permets de vous présenter un exemple rapidement, mais notez cependant que c'est une infection par écrasement ou recouvrement de code que nous aurons l'occasion l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos qui seront spécifiquement dédiées à ce mode d'infection. Alors on va tout simplement rester dans ce dossier et transformer un tout petit peu le code de notre programme autoreproducteur, donc VI programme autoreproducteur 1. Et ici, ce qu'on va faire, eh bien on va tout simplement... Ah oui, donc là je vais faire un DD, 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 DD et DD pour supprimer ça, voilà. Et ce qu'on va faire en fait, donc on fait maintenant une insertion I, eh bien on va tout simplement aller supprimer ici un supérieur, parce que le double supérieur veut dire qu'on ajoute à la fin, mais si on en enlève un, le simple supérieur veut dire qu'on va écraser tout simplement le code des fichiers. Échappe 2.x, et maintenant lançons-le. Voilà, et allons voir par exemple, faisons un VI de bonjour. Voilà, il n'y a plus que notre virus. 2.kit, un VI de qu'est-ce qu'on a, index.html. Voilà, le fichier a complètement été écrasé par notre virus. Donc 2.q et par exemple un VI de ls. Voilà, pareillement, même un binaire est complètement écrasé en fait. Échappe q, 2.q, pardon. Donc, on peut dire que là, on voit une certaine puissance qui est un peu horrifiante de ce simple programme, car peu importe le type de fichier, le code du fichier cible disparaît entièrement. On l'a vu, que ce soit un script, que ce soit un binaire, on aurait pu aller voir l'image, c'est exactement la même chose, tout disparaît. Alors maintenant, je me permets de fermer cette parenthèse et de revenir à notre programme initial. Et on va désormais essayer de l'améliorer pour comprendre certains mécanismes. Pour ce faire, rendons-nous donc dans le second répertoire pour faire notre deuxième. Voilà, on est dans test 2, ls. Donc on a ce qu'on avait ajouté tout à l'heure. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de l'améliorer, notre programme initial. Alors donc j'ai précisé un peu plus tôt que la surinfection n'était pas gérée, et on peut donc s'intéresser à cette problématique.
Alors on pourrait tout d'abord penser à un moyen de discriminer le virus, mais il est logique que si le virus peut détecter si un fichier est infecté, alors un antivirus avec une base de données de signature virale à jour pourra en faire tout autant. Bien sûr, il faudra que des études d'ingénieurs cybersécurité, enfin pas forcément des ingénieurs cybersécurité, mais des spécialistes de la cybersécurité constatent que c'est bien un virus et qu'ils trouvent sa signature afin de l'ajouter à des bases de recherche de signature virale. Donc l'utilisation d'une signature n'est probablement pas une bonne solution. En effet, une fois qu'un administrateur a accès au code du virus, si ce dernier utilise une signature pour gérer la surinfection, il sera très facile de programmer un script de désinfection et de se débarrasser du virus. Notez qu'ici il s'agit d'un script, donc c'est encore plus facile, mais c'est également faisable avec un binaire, et nous pouvons trouver des signatures virales en le désassemblant, mais encore faut-il pouvoir le désassembler, et nous étudierons à ce titre des techniques d'obfuscation de code, de blindage, et ainsi de suite, afin de rendre compliquée la tâche de désassemblage, voire impossible, dans une autre vidéo qui y sera consacrée. Alors ceci étant dit, nous pouvons donc voir comment fonctionne l'utilisation d'une signature pour gérer la surinfection, car c'est une technique qui reste toutefois très utilisée et intéressante à étudier. Alors faisons un VI programme auto-reproducteur 2. Voilà. I pour insertion. Et on fait une nouvelle fois une boucle for pour parcourir l'ensemble des fichiers du dossier courant. Donc for k in étoile, c'est ici, je sais plus, étoile, ouais, voilà. Point virgule do. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc, comme dans notre premier programme, on vérifie si le fichier qu'on est en train de parcourir est différent du script qui est en cours d'exécution. Donc, comme tout à l'heure, tout simplement, if test, non, pas test, test, on aurait pu mettre un test, mais c'est plus trop pris en charge par Bash. Maintenant, on utilise plutôt les crochets. Donc, la chaîne de caractères, ./$ $k, il faut qu'elle soit différente de la chaîne de caractères $0. Ouais, désolé, je suis sur Mac. Si je regarde pas, tac, c'est ici. $0, toujours un espace. Et voilà. Point virgule, et ensuite un zen. Pour dire ce qu'on fait ensuite, si on rentre dans ce if. Et bien maintenant, on va gérer la surinfection. Donc si on entre dans ce if, alors cette fois on va vérifier la présence d'une signature qui sera notre signature virale. Donc on va voir qu'on va faire un grep signature, je l'ai appelé tout simplement signature. Donc on utilise un if avec un test sur z, enfin -z pardon, sur la chaîne $ de 4 $k pipe grep de la chaîne de caractères signature. Ça permet de savoir si la chaîne est vide. C'est-à-dire que les fichiers $k ne contiennent pas la signature, et dans ce cas-là, on pourra procéder à l'infection de ces fichiers. Alors, ça va ressembler donc à ça, if -z, pour voir si cette va être vide. Donc de 4 $k avec un pipe grep, et par exemple tout simplement signature, voilà, on peut écrire comme ça, peu importe, c'est tout simple, c'est rien d'exceptionnel. Et donc en fait, je vais quand même expliquer ce que fait ce dollar de 4 $k pipe grep signature. Alors en fait, on affiche le code entre guillemets du fichier $k, donc 4 $k, et on fait un grep de la chaîne signature, donc on vérifie la présence de la chaîne signature dans le fichier, enfin dans le code du fichier $k. Et si elle n'est pas présente, donc c'est-à-dire que cette chaîne
$K, $4, $K, pipe grep signature, eh bien sera vide. Et donc dans ce cas-là, on pourra passer à l'infection. Alors notez que ici, je vais rajouter une redirection des erreurs vers le fichier dev/dev/null. C'est-à-dire que les erreurs disparaîtront à l'aide de la commande donc je redirige vers dev null. De cette manière, on ne verra pas les erreurs. Enfin, surtout l'utilisateur ne verra pas les erreurs. Et ensuite, on fait du coup un zen. On fait un zen. Peu importe, je peux laisser là. On fait un zen. Donc finalement, si la signature, donc plusieurs tabulations pour être dans le if. Finalement, si la signature n'est pas présente dans le fichier actuellement parcouru, c'est-à-dire $K, alors on utilise le résultat de tail-n et le nombre de lignes. Du coup, on était à 5 tout à l'heure, ici on en ajoute 2. Donc tail-n 7, 5 plus 2, 7, $0, qui va permettre de récupérer les 7 dernières lignes de notre script. Donc comme tout à l'heure, hein, le nombre de lignes de notre programme autoreproducteur. Et ce résultat servira d'entrée pour un cadre dont la sortie sera redirigée vers $K, donc le fichier cible qui est en train d'être parcouru. C'est donc on procède en fait de la même manière que tout à l'heure. Donc tail-n, les 7 dernières lignes de notre script courant, $0, pipe, qu'on redirige donc vers le 4. Et on redirige tout ça, on écrit tout ça dans le fichier $K. Voilà, maintenant il suffit de fermer les différents if avec un fi, hop, le premier, le deuxième et le troisième. Et je vérifie que je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc on a bien cette ligne. Pas l'air d'avoir d'erreur. Maintenant on fait un échappe de point X. Et d'ailleurs, je vais faire un 4. En fait ici on aura remarqué que, je pense que vous avez remarqué que la recherche de signature se combine finalement avec la signature elle-même. En effet, la chaîne signature est présente dans le if. Donc, si elle est présente dans le if, elle sera présente dans le code. Voilà, maintenant faisons un chmod plus x de notre programme autoreproducteur. Et on va tout simplement l'exécuter. J'ai fait des fautes. Alors, je vais faire un VI quand même. For k in. Ah mince, oh là là, excusez-moi. J'ai fait une erreur assez horrible. J'ai mis le nom égal à l'envers. C'est pas égal non, c'est non égal. C'est point d'exclamation égal. C'est vrai que j'avais eu un problème avec le clavier du Mac. Du coup, j'ai fait une bêtise. Voilà. Point X et maintenant on peut le lancer. Donc programme autoreproducteur 2. Voilà. Et donc allons voir par exemple, je vais pas refaire tous les fichiers, mais par exemple VI bonjour. Donc il a effectivement été infecté. Et donc je fais un échappe de point Q et imaginons maintenant je relance une nouvelle fois le programme autoreproducteur 2. Et là alors effectivement il annonce une erreur pour le grep. C'est pour les fichiers binaires. Effectivement, on ne peut pas faire un grep sur un fichier binaire. Donc,
ce n'est pas un problème pour nous, c'est tout simplement une démonstration. Donc là, on l'a réexécuté une deuxième fois, notre programme autoreproducteur. Et allons voir dans Bonjour. Et bien voilà, donc il n'a pas été réinfecté une nouvelle fois. Donc c'est correct. C'est correct, donc on a géré ici la surinfection. Et effectivement, c'est de manière générale, une signature est de manière générale assez souvent utilisée. Mais on verra que pour cacher cette signature, il faut rendre polymorphe notre programme, donc faire changer son code de copie en copie dans les fichiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ici? C'est que, eh bien, tout simplement la surinfection est gérée, donc les programmes déjà infectés ne le sont pas de nouveau. On a réglé ce problème de surinfection, c'est-à-dire qu'un fichier infecté ne pourra plus être de nouveau infecté. Ça nous permet d'éviter donc les problèmes qu'on avait rencontrés tout à l'heure, à savoir l'augmentation de la taille des fichiers et aussi ne pas modifier leur utilisation du CPU lorsqu'ils sont exécutés. Donc finalement, nous voyons bien que par rapport au précédent programme autoreproducteur, les fichiers ne sont infectés qu'une seule fois, ce qui est vraiment important pour la furtivité, à savoir ne pas augmenter de manière excessive la taille des fichiers cibles et limiter le nombre de processus créés. Alors maintenant, rendons-nous dans notre dossier test 3 et nous allons à nouveau utiliser, mais d'une autre manière, le principe de signature, car effectivement, on va voir qu'on peut également utiliser le virus comme sa propre signature, en considérant par exemple que grand N est le nombre de lignes du virus. Il suffit de comparer les grand N dernières lignes de la cible avec celles du virus. Et d'ailleurs, je le dis en passant, mais je pense l'avoir déjà dit, il ne faut pas oublier que le virus peut lui-même être la cible d'un fichier infecté, mais bien sûr, avec une signature, il est protégé. Alors, on va se rendre dans test 3. Voilà, donc fin ls. On voit qu'on a, ce qu'on avait copié avant de commencer, enfin au tout début de cette vidéo. Et on fait donc un VI programme auto-reproducteur 3. Voilà. I pour insertion. Et on fait une nouvelle fois une boucle for. Donc for k in étoile, point virgule do. Et donc là, contrairement au programme précédent, donc le programme dans lequel on a géré la surinfection à l'aide d'une signature qui était une chaîne de caractères, cette fois la signature est tout simplement le code du virus en entier. Donc, tout d'abord dans une variable nommée hot, on va récupérer la chaîne de caractères. Alors je vais vous la noter ici, donc on appelle cette variable hot. Et bien donc hot sera égal à comment dire, alors à dollar de, ah oui mince, égal dollar donc echo -n, et je vais expliquer ensuite les lignes, -n de dollar tail et je pense que ça doit être 7. Je pense que ça va faire cette ligne. On va vérifier ça de $k. On ferme et on ferme. Voilà, alors pour expliquer, donc ce que l'on fait en fait, c'est que on utilise tout d'abord un echo-n qui va nous permettre de récupérer ce que retourne tail-7 $k, et cela surtout donc le -n sans le saut de ligne finale. Et comme on l'a déjà vu, le tail-7 $k contient les 7 dernières lignes du fichier courant $k. Et on va faire de même pour notre virus. Donc la même commande, mais cette fois-ci appliquée à $0. Et on va stocker tout ça dans une variable qu'on va nommer virus. Donc virus égale ici, $,
echo-n $, parenthèse, très important, -7 $0. Voilà. Et maintenant, on veut savoir si la chaîne hôte est différente de la chaîne virus. Dans ce cas-là, on saura que le fichier $k n'a pas été infecté. Donc nous faisons un if dollar, enfin, de la chaîne de caractères $hôte différent. Alors faut pas que je me trompe, différent ici, différent, non, différent de $virus, on l'a appelé, voilà. Point virgule zen. Et donc, eh bien, comme je l'ai dit, si c'est bien différent, alors ça veut dire que le fichier $k n'a pas été infecté. Donc dans ce cas, on va procéder à l'infection de la même manière que dans les deux premiers programmes que l'on a réalisés. Donc on utilise le résultat de tail-n 7 $0 qui permet de récupérer les 7 dernières lignes de notre script. Et ensuite, ce résultat va servir d'entrée pour un cat dont la sortie est redirigée vers $k, donc le fichier cible qui est en train d'être parcouru. Donc on fait un tail -n 7 $0 pipe cat $k. Voilà. Et down. Voilà, donc échappe de point x et on le rend exécutable /mode +x plus x programme autoreproducteur 3 et on va l'exécuter. Voilà, donc allons voir, par exemple, je vous laisse vérifier, hein, mais tous les fichiers sont infectés. Donc là, voilà, VI bonjour. Je fais un échappe de point Q. Et imaginons, je le relance une nouvelle fois. Je vais faire un VI bonjour. Et voilà, donc la surinfection est bien gérée. Il est infecté une seule fois, même si je le relance plusieurs fois, je relance plusieurs fois mes programmes infectés ou mon programme autoreproducteur. Eh bien, les fichiers dans le dossier courant ne sont infectés qu'une seule fois. Alors, finalement, eh bien, nous arrivons au terme de cette première approche pratique des mécanismes viraux. Alors, en ce qui concerne le polymorphisme, je vous en ai parlé rapidement. Nous le réserverons pour la vidéo suivante où nous réaliserons un virus par ajout de code qui infecte les binaires au format ELF. Nous utiliserons pour ce faire du C et de l'assembleur. Et ce sera l'occasion pour nous d'étudier en détail le format ELF, qui est le format des binaires sur les systèmes Linux. Et pour rappel, sur Windows, le principal format utilisé est le format PE. Et sur Mac, qui est pourtant un système Unix, c'est le format Mac 0. Alors je réaliserai également des vidéos où nous verrons ce dont nous aurons besoin pour la programmation de notre virus, c'est-à-dire la numération binaire et hexadécimale, les registres, mémoire, variables, le langage assembleur et les règles d'écriture, le processeur x86 avec le CPU, les modes du CPU, les registres x86, les extensions, la mémoire, etc. Et tout cela en terminant avec les jeux d'instructions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.